Ma femme de 42 ans est morte d'une crise cardiaque, et en triant ses affaires, j'ai découvert qu'elle avait vécu une vie complètement différente, avec une identité secrète et des millions cachés. Mais ce qu'elle n'a jamais su, c'est que je l'avais surveillée pendant des années, et j'avais préparé la réponse parfaite qui choquerait tous ceux qui pensaient connaître la vraie Margaret Morrison. Je m'appelle Samuel Morrison, et à 68 ans, je pensais tout savoir sur le mariage, la loyauté, et la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 4 décennies. Je me trompais spectaculairement. La découverte n'est pas venue par un comportement suspect ou des appels téléphoniques chuchotés, mais par la mort elle-même. La crise cardiaque soudaine de Margaret, un mardi matin de mars, qui a révélé des secrets si profonds que j'ai remis en question tout ce que j'avais cru sur l'amour, la confiance et la personne qui avait dormi à côté de moi pendant 42 ans. Margaret est morte à 7h23, alors qu'elle arrosait ses orchidées dans notre serre, une fin paisible qui semblait appropriée pour une femme qui avait dédié sa vie à nourrir de belles choses. Les ambulanciers ont dit que c'était massif et instantané. Elle n'aurait pas souffert. Je l'ai trouvée 20 minutes plus tard, tenant encore le petit arrosoir qu'elle avait utilisé chaque matin pendant les 15 dernières années. Son visage serein, d'une manière qui suggérait que la mort avait été un visiteur doux, plutôt que le voleur cruel que j'avais toujours imaginé qu'elle serait. Les funérailles étaient tout ce que Margaret aurait voulu. Élégantes, de bon goût. Assistée par le cercle soigneusement sélectionné d'amis et de connaissances qu'elle avait cultivé au cours de décennies dans la société lyonnaise. J'ai prononcé un éloge qui célébrait son travail caritatif, sa passion pour le jardinage, sa force tranquille pendant mes propres problèmes de santé au fil des années. Tout le monde était d'accord que c'était beau. Tout le monde a dit que j'avais capturé l'essence de la femme qu'ils connaissaient. Ils avaient tort. Nous avions tous tort. La vérité a commencé à se révéler 3 jours après les funérailles, quand j'ai commencé la tâche sombre de trier les affaires personnelles de Margaret. Notre avocat, William Patterson, était ami de Margaret depuis l'université et avait géré toute notre planification accessorale au fil des années. Il a suggéré que je prenne mon temps avec ces affaires, mais j'avais besoin de la distraction. Le deuil, j'avais découvert, était moins une question de tristesse écrasante et plus sur les tâches sans fin et banales que la mort laisse derrière elle. J'ai commencé par le bureau de Margaret dans ce qu'elle avait toujours appelé sa salle de correspondance. Un petit bureau où elle gérait notre calendrier social, écrivait des lettres de remerciement et s'occupait de ce qu'elle appelait l'administration domestique. C'était une pièce que j'entrais rarement, respectant l'espace comme uniquement le sien, tout comme elle respectait mon atelier au sous-sol, où je restaurais des horloges antiques. Les tiroirs du bureau contenaient exactement ce que j'attendais. Papeterie élégante, carnet d'adresses rempli des noms des membres de conseils d'administration caritatifs et associés du club de jardinage, reçus pour les dons aux diverses causes que Margaret soutenait. Mais c'était le tiroir inférieur verrouillé qui a tout changé. Je n'avais jamais remarqué qu'il était verrouillé avant, supposant qu'il contenait de la correspondance privée ou des objets sentimentaux que Margaret préférait garder personnels. La clé était dans sa boîte à bijoux, étiquetée simplement « Bureau » dans l'écriture précise de Margaret. À l'intérieur du tiroir, j'ai trouvé des documents qui n'avaient aucun sens dans le contexte de la vie que nous avions partagée ensemble. Il y avait des relevés bancaires pour des comptes que je n'avais jamais vus, montrant des balances qui ont fait trembler mes mains alors que je calculais les totaux. Des portefeuilles d'investissement valant des millions d'euros, gérés par des conseillers financiers dont je ne reconnaissais pas les noms. Des documents immobiliers pour des propriétés à Marseille, Bordeaux et Paris. Des propriétés qui semblaient appartenir à quelqu'un nommé Catherine Wells. Catherine Wells. Le nom apparaissait partout dans les comptes bancaires, les relevés d'investissement, les titres de propriété, même une photo de passeport qui était indubitablement Margaret, mais émise sous cette identité alternative. L'adresse, listée pour Catherine Wells, était 247 avenue des Champs-Élysées, Paris, une adresse qui ne me disait rien, mais qui était clairement significative pour la femme que j'avais appelée ma femme pendant 42 ans. Je suis resté assis dans la salle de correspondance de Margaret jusqu'à bien après minuit, étalant les documents sur son bureau comme des preuves dans une enquête criminelle. Parce que c'était cela que cela ressemblait, un crime.
pas contre la loi, mais contre chaque supposition sur laquelle j'avais bâti ma vie. Margaret n'avait pas seulement gardé des secrets, elle avait construit toute une existence parallèle qui rendait notre mariage une performance plutôt qu'un partenariat. Les implications financières étaient stupéfiantes. Selon les documents, Catherine Wells contrôlait des actifs d'une valeur d'environ 15 millions d'euros. Ce n'était pas de l'argent qui avait été écrémé de nos comptes joints ou caché de notre planification financière partagée. C'était de la richesse accumulée par des sources que je ne pouvais pas tracer, gérée par des institutions dont je n'avais jamais entendu parler, pour des fins que je ne pouvais pas commencer à comprendre. Mais l'argent n'était que le début. Mélangés avec les documents financiers étaient des objets personnels qui suggéraient que Catherine Wells n'était pas seulement une entité financière, elle était une identité complète. Il y avait des photographies de Margaret Catherine, des événements sociaux que je ne reconnaissais pas, debout à côté de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Il y avait des dossiers médicaux montrant des rendez-vous avec des médecins à Paris sous le nom de Catherine Wells. Il y avait même un abonnement de gym et une carte de bibliothèque. Margaret avait mené 2 vies avec la précision d'un espion professionnel et l'engagement de quelqu'un qui trouvait notre réalité partagée insuffisante pour ses besoins. La réponse rationnelle aurait été le chagrin, la colère, la trahison, les émotions prévisibles d'un mari découvrant la tromperie de sa femme. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'entièrement différent, une fascination froide et analytique pour la mécanique d'un mensonge si élaboré. Comment avait-elle réussi? Quand avait-elle trouvé le temps? Comment avais-je manqué les signes d'une double vie si complète? Les réponses ont commencé à émerger alors que je continuais mon enquête au cours des jours suivants. Le calendrier de Margaret, que j'avais toujours supposé suivre son travail caritatif et ses engagements sociaux, révélait des motifs qui prenaient maintenant des significations différentes. Ces réunions de conseil à Paris avaient lieu mensuellement et duraient 2 jours. Ces retraites de sociétés de jardinage se produisaient trimestriellement et impliquaient des voyages dans des villes où Catherine Wells possédait des propriétés. Ses amitiés et responsabilités et une réputation au sein de la société parisienne rivalisaient à la position de Margaret Morrison à Lyon. Mais Catherine Wells avait aussi quelque chose que Margaret Morrison n'avait pas. Une famille. Les photographies cachées dans le bureau de Margaret racontaient une histoire qui a brisé tout ce que je pensais comprendre sur la femme que j'avais épousée. Il y avait des images de Margaret/Catherine à ce qui semblait être des réunions de famille, fêtes d'anniversaire, célébrations de vacances, remises de diplômes. Elle était entourée de personnes qui l'appelaient maman et grand-mère, des personnes dont l'existence n'avait jamais été mentionnée pendant 42 ans de ce que j'avais cru être des conversations intimes sur les espoirs, les rêves et la famille. Margaret Morrison n'avait pas d'enfant, parce que nous avions été incapables de concevoir et avions choisi de ne pas poursuivre l'adoption. Catherine Wells était la mère de 2 enfants adultes et grand-mère de 5 petits-enfants qui vivaient à Paris et n'avaient aucune idée que leur mère-grand-mère était mariée à un homme nommé Samuel Morrison à Lyon. La dernière pièce de preuve était un calendrier détaillé trouvé dans un compartiment caché de la boîte à bijoux de Margaret. Il suivait sa double identité avec la précision d'une opération militaire. Quelle personnalité elle serait à des dates spécifiques, quels engagements appartenaient à quelle identité, quelle relation nécessitait quelle version d'elle-même. Le calendrier remontait à 15 ans, suggérant que sa tromperie était devenue de plus en plus sophistiquée au fil du temps. J'ai fermé la boîte à bijoux de Margaret et me suis assis dans sa salle de correspondance, entouré par la preuve d'une trahison si complète qu'elle redéfinissait ma compréhension de la capacité humaine pour la tromperie. Ma femme de 42 ans avait été une étrangère vivant dans ma maison, partageant mon lit, gérant ma vie sociale tout en maintenant une existence complètement séparée qui était peut-être plus authentique que la version d'elle-même qu'elle avait partagée avec moi. La réponse logique aurait été de contacter notre avocat, peut-être d'intenter une sorte d'action légale pour récupérer les actifs qui appartenaient légitimement à notre patrimoine conjugal. J'aurais pu exposer la tromperie de Margaret à nos amis lyonnais, révéler l'étendue de sa fraude financière, exiger des réponses des enfants et petits-enfants qui avaient réclamé son amour, tandis que j'avais été relégué au second rôle dans ce que je comprenais maintenant être une performance élaborée. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui aurait surpris quiconque connaissait Samuel Morrison comme un homme méthodique et prévisible. J'ai décidé de découvrir à quel point la tromperie de Margaret allait profond. Et si elle avait été aussi intelligente qu'elle se croyait. Parce que Margaret avait fait une autre erreur critique en construisant sa double identité. Elle avait supposé que son mari était exactement qu'il semblait être, un comptable stable et sans imagination, sur qui on pouvait compter pour fournir la sécurité financière,
tout en restant inconscient de toute activité qui se produisait en dehors de son observation directe. Elle avait aussi tort sur ce point. Je savais pour Catherine Wells depuis 7 ans. La découverte s'est produite par accident lors d'un examen de routine de notre portefeuille d'investissement en 2016. J'avais noté une activité inhabituelle dans un de nos comptes joints, de petits transferts qui ne correspondaient pas aux habitudes de dépenses habituelles de Marguerite. Mes instincts professionnels se sont déclenchés et j'ai commencé ce que je me suis dit être une enquête désinvolte sur ce qui aurait pu être des erreurs de bureau ou une activité frauduleuse sur notre compte. En 3 mois, j'avais découvert la structure de base de la tromperie de Marguerite. La piste financière menait directement à Catherine Wells, et Catherine Wells menait à une vie que Marguerite était en train de construire parallèlement à notre mariage. Ma réaction initiale avait été la combinaison prévisible de blessures, de colère et de trahison que tout mari pourrait éprouver en découvrant une telle malhonnêteté complète. Mais quelque chose d'autre m'était venu à l'esprit alors que je documentais l'étendue de l'identité alternative de Marguerite. Elle avait été remarquablement négligente pour couvrir ses traces, comme si elle voulait être découverte. Ou peut-être avait-elle simplement supposé que son mari manquait des compétences ou de la motivation pour détecter une fraude financière sophistiquée. Elle avait tort sur les 2 points. Une fois que j'ai compris ce que Margaret faisait, j'ai pris une décision qui aurait choqué quiconque me connaissait comme un homme conventionnel qui suit les règles. J'ai décidé de la laisser continuer, tout en construisant ma propre réponse à sa tromperie. Si Margaret voulait jouer un jeu d'identité secrète et de vie cachée, je lui montrerais ce qu'un vrai professionnel pouvait accomplir quand il était correctement motivé. J'ai passé les 7 années suivantes à mener l'enquête la plus complète de ma carrière, utilisant ma femme comme sujet involontaire dans une étude de cas sur la fraude financière et la tromperie d'identité. J'ai documenté chaque transaction, photographié chaque document, tracé chaque connexion entre Margaret Morrison et Catherine Wells. J'ai construit un dossier qui aurait impressionné l'unité des crimes financiers de la police judiciaire. Mais plus important, j'ai construit une stratégie pour répondre à la tromperie de Margaret qui démontrerait exactement combien son mari avait appris sur la misdirection, les actifs cachés et la construction d'identités alternatives. Margaret avait été Catherine Wells pendant 15 ans au moment où j'ai découvert son secret. J'avais été quelqu'un d'entièrement différent pendant les 7 dernières années et mon identité était bien plus sophistiquée que tout ce qu'elle avait imaginé. Samuel Morrison, comptable judiciaire retraité, était exactement qui tout le monde croyait qu'il était. Mais Samuel Morrison était aussi Alexander Hayes, consultant en investissement international, spécialisé dans la gestion d'actifs offshore et les services financiers discrets pour des individus fortunés qui valorisaient la confidentialité par-dessus la transparence. J'avais établi l'identité Alexander Hayes initialement comme un moyen d'enquêter sur le réseau financier de Margaret, sans détection. Mais alors que sa tromperie continuait, j'avais développé Alexander Hayes en une personne alternative complète qui faisait paraître Catherine Wells comme une amateur. Alexander Hayes possédait des propriétés en Suisse, aux îles Caïmans et à Monaco. Il gérait des portefeuilles d'investissement d'une valeur de plus de 40 millions d'euros par des banques qui se spécialisent dans la confidentialité absolue. Il avait des relations d'affaires avec certains des professionnels financiers les plus sophistiqués du monde. Alexander Hayes était tout ce que Samuel Morrison ne semblait pas être. Cosmopolite, connecté à la finance internationale, à l'aise avec l'ambiguïté morale et complètement invisible à quiconque dans la société lyonnaise qui connaissait Samuel comme un mari de banlieue prévisible. L'ironie était délicieuse. Pendant que Margaret jouait à la maison avec sa famille parisienne, se croyant en train de mener une tromperie élaborée sur son mari innocent, Samuel avait opéré dans des cercles financiers qui faisaient paraître son secret de 15 millions d'euros comme de la petite monnaie écrémée d'un budget familial. J'avais maintenu les 2 identités pendant 7 ans, attendant le bon moment pour révéler la vérité sur ce que j'avais découvert et ce que j'avais construit en réponse. La mort de Margaret avait fourni ce moment, mais pas de la façon que j'avais initialement planifiée. Mon intention originale avait été de confronter Margaret de son vivant, de lui présenter la preuve de ma connaissance et de ma propre identité alternative comme un moyen de forcer l'honnêteté dans un mariage qui avait été construit sur la tromperie mutuelle. J'avais imaginé une conversation où nous pourrions enfin reconnaître les personnes que nous étions vraiment, plutôt que les rôles que nous avions joués pour le bénéfice de l'autre. Au lieu de cela, Margaret était morte en croyant que son secret était en sécurité, que son mari restait l'homme inconscient qu'elle avait épousé et que Catherine Wells mourrait avec elle, en menant la preuve de sa tromperie dans la tombe. Elle avait tort sur ce point.
Les funérailles de Margaret avaient été assistées par tous ceux qui la connaissaient comme l'épouse dévouée, contributrice caritative et pilier de la société lyonnaise. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 3 jours plus tard, une femme nommée Catherine Wells nécessiterait aussi des services funéraires et sa mort révélerait des secrets qui choqueraient tous ceux qui pensaient comprendre la nature du mariage, de la loyauté et la capacité pour la tromperie humaine. Les funérailles de Catherine Wells étaient prévues pour le samedi suivant à Paris. Selon ses documents d'identité, Catherine Wells avait spécifié dans son testament que Samuel Morrison soit contacté comme son cher ami et conseiller financier qui devrait être notifié de sa mort et invité à assister au service. C'était une touche finale du sens de l'humour de Margaret. Présenter son mari à son identité alternative par la mort, quand il ne pourrait plus la confronter sur la tromperie, mais serait forcé de témoigner de l'étendue complète de ce qu'elle lui avait caché. Margaret avait toujours aimé les énigmes et les jeux de stratégie. Elle aurait apprécié l'élégance de son mouvement final, si elle avait vécu pour voir la réaction de Samuel Morrison à rencontrer la famille de Catherine Wells et apprendre sur la femme que sa femme avait été quand elle n'était pas sa femme. Mais Margaret avait encore mal calculé. Samuel Morrison assisterait effectivement aux funérailles de Catherine Wells, mais pas comme le mari choqué et en deuil découvrant la trahison de sa femme. Il y assisterait comme Alexander Hayes, prêt à révéler des secrets qui feraient paraître la tromperie de Catherine Wells simple en comparaison. Le jeu que Margaret avait joué pendant 15 ans était sur le point de devenir quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, une démonstration de ce à quoi ressemblait la vraie tromperie quand elle était pratiquée par quelqu'un qui comprenait que les secrets les plus dangereux sont ceux que les gens ne pensent jamais à chercher. Samedi allait être un jour très intéressant. Le samedi matin est arrivé avec la clarté nette que seule la fin mars à Paris peut fournir. Je me tenais dans la chambre d'hôtel au George V, ajustant la cravate de soie qu'Alexander Hayes porterait aux funérailles de Catherine Wells. La transformation de Samuel Morrison en Alexander Hayes était devenue une seconde nature au cours des 7 dernières années. Mais aujourd'hui, elle portait une signification particulière. Aujourd'hui, je rencontrerai enfin la famille que ma femme avait choisie par-dessus la vie que nous avions partagée pendant 4 décennies. Les funérailles de Catherine Wells avaient lieu à Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement. Un lieu que Margaret avait sélectionné avec son attention habituelle au standing social et à la beauté esthétique. Selon la nécrologie, qui était parue dans le Figaro, Catherine Wells était rappelée comme une mère dévouée, grand-mère aimante et généreuse contributrice aux communautés culturelles et médicales de Paris. La nécrologie ne mentionnait aucun mari, ce que je trouvais intéressant étant donné que Margaret Morrison avait été mariée pendant 42 ans. Je suis arrivé à Notre-Dame-des-Champs 30 minutes avant le service, assez tôt pour observer les personnes en deuil qui se rassemblaient sans m'identifier immédiatement. Ce que j'ai vu confirmait tout ce que les photographies cachées dans le bureau de Margaret avaient suggéré. Catherine Wells avait été aimée par une grande famille unie qui pleurait sincèrement sa perte. Il y avait 2 adultes d'âge moyen, qui étaient évidemment ses enfants, un homme au début de la quarantaine qui partageait le nez distinctif et la mâchoire de Margaret, et une femme légèrement plus jeune qui avait hérité de la posture élégante et des mains expressives de Margaret. Les entourant, il y avait des conjoints, des adolescents et des petits-enfants qui affichaient la familiarité confortable de personnes qui avaient grandi en connaissant Catherine Wells comme la figure centrale de leur structure familiale. En les observant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère à propos de leur existence, mais de la curiosité sur quelle version de Margaret ils avaient connue. Catherine Wells avait-elle été plus authentique que Margaret Morrison ? Avait-elle été plus heureuse, plus épanouie, plus véritablement elle-même quand elle ne jouait pas le rôle de l'épouse dévouée à un homme qu'elle trompait systématiquement ? Le service funéraire était beau, exactement de la façon que Margaret aurait planifié. La musique était de bon goût, les éloges étaient sincères, et les fleurs étaient arrangées avec la précision que Margaret avait toujours exigée dans son jardin lyonnais. Mais c'étaient les éloges qui fournissaient les aperçus les plus révélateurs sur qui Catherine Wells avait été pour cette famille. Son fils, Michael Wells, a parlé d'une mère qui avait été son ami le plus proche et conseiller le plus digne de confiance. Maman m'a enseigné que le succès n'était pas ce qu'on accumulait, mais les relations qu'on construisait et les personnes qu'on aidait en chemin. Elle vivait cette philosophie chaque jour, mettant toujours la famille en premier, tout en trouvant encore le temps de rendre le monde un peu meilleur pour tous ceux qu'elle rencontrait. Mettant toujours la famille en premier. L'ironie aurait été amusante si elle n'avait pas été si tragique. Catherine Wells avait effectivement mis la famille en premier, la famille parisienne, dont Samuel Morrison n'avait jamais su l'existence.
Sa fille, Jennifer Wells Dubois, a décrit une grand-mère qui avait été présente pour chaque moment important dans la vie de ses enfants. Maman ne ratait jamais un récital, une remise de diplôme ou une fête d'anniversaire. Elle faisait sentir à chacun de nous que nous étions la personne la plus importante dans son monde. Ses petits-enfants l'adoraient, parce qu'elle leur donnait son attention complète chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ne ratez jamais un récital, une remise de diplôme ou une fête d'anniversaire. J'ai calculé rapidement. Margaret avait raté des dizaines d'événements sociaux à Lyon au fil des années, prétendant maladie, voyage ou conflit d'horaire. Maintenant, je comprenais où elle avait réellement été pendant ses absences. L'éloge final a été prononcé par quelqu'un identifié comme la plus chère amie de Catherine Wells, une femme nommée Patricia Beaumont, qui avait apparemment connu Margaret, Catherine, pendant plus de 20 ans. Les remarques de Patricia fournirent des aperçus que les amis lyonnais de Margaret n'avaient jamais entrevus. Catherine était quelqu'un qui comprenait que la vie est complexe et que parfois nous devons prendre des décisions difficiles pour protéger les personnes que nous aimons. Elle portait des fardeaux que d'autres ne soupçonnaient jamais, toujours avec grâce et dignité. Elle nous a tous enseigné que la force n'est pas d'être parfaite, c'est de faire ce qui est nécessaire pour prendre soin des personnes qui comptent le plus. Porter des fardeaux que d'autres ne soupçonnaient jamais. Protégeait les personnes qu'elle aimait. Patricia Beaumont savait clairement quelque chose sur la double vie de Catherine Wells, peut-être plus que quiconque dans l'Église. Après le service, je me suis approché de la famille pendant la ligne de réception. Je me suis présenté comme Alexander Hayes, expliquant que j'avais été le conseiller financier et ami de Catherine pendant de nombreuses années. La réaction fut une reconnaissance et gratitude immédiate. « Monsieur Hayes !» Michael Wells serra chaleureusement ma main. « Maman parlait souvent de vous. Elle disait toujours que vous étiez la seule personne qui comprenait vraiment sa situation financière et l'aidait à naviguer dans des circonstances très compliquées. » Circonstances compliquées. C'était une façon de décrire la gestion d'une identité secrète de 15 millions d'euros, tout en maintenant un mariage dans une autre région. Jennifer Wells Dubois était également accueillante. Maman vous faisait entièrement confiance. Elle disait toujours que sans votre guidance, elle n'aurait pas pu subvenir aux besoins de notre famille comme elle le voulait. Vous avez rendu possible pour elle d'être la grand-mère qu'elle rêvait d'être. Rendu possible d'être la grand-mère qu'elle rêvait d'être. L'implication était claire, la richesse de Catherine Wells avait soutenu financièrement cette famille parisienne, permettant à Margaret de jouer le rôle de la matriarche qu'elle n'avait jamais pu remplir avec Samuel Morrison à cause de leur incapacité à avoir des enfants. Mais c'était Patricia Beaumont qui fournit l'aperçu le plus significatif. Pendant une brève conversation privée, elle confirma ce que j'avais soupçonné. Elle savait pour Margaret Morrison. Catherine m'a dit il y a des années qu'elle avait fait des choix tôt dans sa vie, qu'elle ne pouvait pas défaire, dit Patricia tranquillement. Elle a dit qu'elle avait des responsabilités et des engagements qui nécessitaient qu'elle vive d'une manière qui n'était pas entièrement authentique, mais qu'elle faisait de son mieux pour honorer tous ceux qui dépendaient d'elle. Responsabilités et engagements qui nécessitaient qu'elle vive de manière inauthentique. Margaret s'était confiée à Patricia Beaumont sur sa double vie, se présentant comme une femme piégée par les circonstances plutôt que quelqu'un qui avait choisi la tromperie comme mode de vie. « Monsieur Hayes, continua Patricia, Catherine s'inquiétait toujours de ce qui arriverait à sa famille après son départ. Elle disait que vous étiez la seule personne qui en savait assez sur ses finances pour s'assurer que tout soit géré correctement. J'espère que vous pourrez aider Michael et Jennifer à naviguer dans tous les arrangements compliqués qu'elle avait faits. » C'était mon opportunité. Patricia Beaumont venait de me donner l'ouverture pour révéler tout ce que je savais sur l'empire financier de Catherine Wells et sa connexion à Samuel Morrison. Je pouvais exposer la tromperie de Margaret, réclamer les actifs qui appartenaient légalement à son patrimoine conjugal et démontrer à cette famille parisienne que leur mère et grand-mère bien-aimée avaient vécu un mensonge qui trahissait entièrement une autre famille. Au lieu de cela, j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. Patricia, je veux que vous sachiez que les affaires financières de Catherine étaient structurées très soigneusement pour protéger sa famille.
Elle s'est assurée que tout ce qu'elle avait construit passerait à Michael et Jennifer sans complications ou défis de la part de quiconque pourrait questionner ses arrangements. C'était un mensonge. L'identité Catherine Wells de Margaret avait été soigneusement construite pour cacher des actifs de son mari légal, pas pour les protéger pour sa famille secrète. Mais c'était un mensonge qui servait une vérité plus grande. Cette famille parisienne avait sincèrement aimé Catherine Wells, et leur chagrin était réel, même si leur compréhension d'elle était incomplète. Cependant, continuai-je, il y a quelques aspects de la situation de Catherine que sa famille devrait comprendre avant que nous procédions au règlement de sa succession. L'expression de Patricia devint prudente. Quel genre d'aspect ? Le genre qui nécessite la confidentialité et l'honnêteté complète de tous les impliqués. J'ai organisé une rencontre privée avec Michael et Jennifer Wells le lundi suivant, à l'hôtel particulier de Catherine Wells sur les Champs-Élysées. Patricia Beaumont serait aussi présente, comme la plus proche amie de Catherine et la personne qui semblait comprendre le plus sur la complexité de sa double vie. Le lundi après-midi me trouva debout dans le salon élégamment aménagé de l'hôtel particulier que Margaret avait maintenu comme résidence parisienne de Catherine Wells. L'espace était distinctivement différent de notre maison lyonnaise, plus chaleureux, plus personnel, rempli de photos de famille et d'œuvres d'art des petits-enfants. C'était l'espace authentique de Margaret, où elle pouvait être la version d'elle-même qu'elle avait préférée à l'épouse qu'elle avait jouée pour Samuel Morrison. Michael et Jennifer Wells étaient assis face à moi, clairement anxieux à propos des révélations que j'étais sur le point de partager. Patricia Beaumont prenait des notes, prête à aider la famille à naviguer dans quelle que soit la situation financière compliquée que j'étais sur le point de décrire. Avant que j'explique les arrangements financiers de Catherine, vous devez comprendre que tout ce que je vais vous dire a été soigneusement vérifié au cours de nombreuses années. Catherine m'a fait confiance non seulement avec son argent, mais avec des informations sur sa vie qu'elle n'a partagées avec personne d'autre. C'était vrai, bien que pas de la manière qu'il l'interpréterait. Catherine Wells a maintenu son indépendance financière par une structure très sophistiquée d'investissement, de propriété et de comptes qui était conçue pour fournir la sécurité à votre famille tout en protégeant sa confidentialité sur certaines affaires personnelles. Aussi vrai, bien qu'incomplet. Cependant, Catherine Wells n'était pas son nom légal. La pièce devint silencieuse. Michael et Jennifer échangèrent des regards qui suggéraient que cette révélation n'était pas entièrement surprenante. Ils avaient peut-être soupçonné que leur mère avait des secrets qu'elle n'avait pas partagés. Son nom légal était Margaret Morrison. Elle était mariée depuis 42 ans à un homme nommé Samuel Morrison et elle vivait avec lui à Lyon. Le silence s'approfondit. Le stylo de Patricia Beaumont cessa de bouger. Le visage de Michael Wells devint blanc de choc. « C'est impossible !» chuchota Jennifer. « Maman n'a jamais été mariée. Elle nous a dit que notre père était mort avant notre naissance et qu'elle n'avait jamais voulu se remarier. Votre mère a créé l'identité Catherine Wells il y a environ 15 ans comme un moyen de maintenir une relation avec votre famille tout en remplissant ce qu'elle considérait comme ses obligations légales et morales envers son mari. Elle aimait les deux familles, mais elle ne pouvait pas comprendre comment réconcilier la vie qu'elle avait construite avec Samuel Morrison avec la vie qu'elle voulait avoir avec vous tous. C'était partiellement vrai. Margaret avait effectivement aimé les deux familles, bien que sa méthode de gérer cet amour était la tromperie complète plutôt que la communication honnête. « Samuel Morrison est-il vivant » demanda Michael. « Oui, et il sait pour Catherine Wells. » Un autre mensonge, puisque Samuel Morrison avait été remplacé par Alexander Hayes pour les fins de cette conversation. « Que veut-il » demanda Patricia, clairement prête à défendre la famille de Catherine Wells contre quelles que soient les réclamations financières que le mari légal de Margaret pourrait faire. « Il veut que vous compreniez qui Catherine Wells était vraiment et pourquoi elle a fait les choix qu'elle a faits. J'ai sorti un dossier contenant des documents qui racontaient l'histoire que j'avais décidé de partager avec eux. Pas la vérité complète de la tromperie de Margaret, mais une version qui leur permettait de maintenir leur amour pour Catherine Wells tout en comprenant la complexité de sa situation. Le mariage de Catherine avec Samuel Morrison n'était pas heureux. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants et avec le temps, ils se sont éloignés émotionnellement, tout en restant engagés à leurs obligations légales l'un envers l'autre. Quand Catherine a découvert qu'elle avait des enfants d'une relation précédente dont son mari ne savait rien,
Elle a pris la décision de maintenir des identités séparées plutôt que de forcer Samuel Morrison à accepter une situation qu'il ne pourrait peut-être pas être capable de gérer. C'était de la fiction, mais c'était de la fiction qui servait un public compatissant. La vérité, que Margaret avait froidement trompé son mari pendant 15 ans, tout en maintenant une famille alternative, détruirait le souvenir de Catherine Wells pour ces personnes qui l'aimaient sincèrement. Samuel Morrison est un bonhomme qui aimait sa femme, mais il comprenait qu'elle avait des besoins et des responsabilités qu'il ne pouvait pas remplir. Plutôt que de forcer sa femme à choisir entre son mariage légal et sa famille émotionnelle, il lui a permis de maintenir les deux relations de quelque manière qui fonctionnait le mieux pour toutes les personnes impliquées. Plus de fiction, mais de la fiction qui présentait Samuel Morrison comme soutenant plutôt que trahi, et Catherine Wells comme tiraillée entre loyauté concurrente plutôt que sociopathiquement trompeuse. Jennifer pleurait maintenant. Maman a vécu 2 vies pour protéger les 2 familles? Elle a vécu 2 vies parce qu'elle ne pouvait pas supporter de faire mal à quiconque qu'elle aimait. L'identité Catherine Wells lui a permis d'être la mère et grand-mère dont vous aviez besoin, tout en maintenant son engagement envers Samuel Morrison, qui dépendait d'elle des manières qui n'étaient pas toujours visibles aux autres. Michael se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Samuel Morrison veut-il reprendre tout ce que maman nous a laissé? C'était le moment crucial. Je pouvais révéler que Samuel Morrison était en fait mort, remplacé par Alexander Hayes, qui contrôlait des actifs qui faisaient paraître modestes les 15 millions d'euros de Catherine Wells. Je pouvais expliquer que Margaret Morrison avait été la victime de sa propre tromperie, mourant sans savoir que son mari avait été Alexander Hayes pendant 7 ans. En fait, je choisis un type différent de vérité. Samuel Morrison veut que la famille de Catherine Wells hérite de tout ce qu'elle avait l'intention pour eux. Il n'a aucun intérêt à contester son testament ou à réclamer des actifs qu'elle avait désignés pour votre famille. Il m'a demandé de m'assurer que vous comprenez que Catherine vous aimait tous profondément et que ses arrangements financiers reflétaient cet amour. « Mais il doit y avoir quelque chose, » dit Patricia. Une façon dont nous pouvons reconnaître ce que Samuel Morrison a sacrifié pour permettre à Catherine de faire partie de notre famille. Il y avait quelque chose, bien que pas ce qu'aucun d'eux s'attendait. Samuel Morrison m'a demandé d'établir un fonds de bourse au nom de Catherine Wells à la Pitié-Salpêtrière, soutenant les étudiants en soins infirmiers de famille qui ont vécu des circonstances compliquées. Il croit que Catherine voudrait que son héritage aide les personnes qui comprennent que la vie nécessite parfois des choix difficiles. C'était effectivement vrai. Alexander Hayes avait établi exactement un tel fonds de bourse, financé avec de l'argent provenant d'investissements qui avaient grandi bien au-delà de tout ce que Margaret avait jamais imaginé possible. Il m'a aussi demandé de m'assurer que vous sachiez que la mort de Catherine était paisible et qu'elle est morte en croyant être aimée par tous ceux qui comptaient pour elle. Samuel Morrison veut que le souvenir de Catherine reste non chargé de regrets sur des choix qui ne peuvent être changés. Jennifer essuya ses yeux et me regarda avec gratitude qui fit se serrer ma poitrine. « Monsieur Hayes, pourriez-vous donner un message à Samuel Morrison de notre part ?»« Bien sûr. Dites-lui que nous comprenons combien il aimait maman et combien cela a dû lui coûter de la partager avec nous. Dites-lui que Catherine parlait de son mariage de manière qui rendait clair qu'elle respectait et se souciait de son mari, même si leur relation n'était pas conventionnelle. Dites-lui que notre famille sera toujours reconnaissante pour sa générosité d'avoir permis à maman de faire partie de nos vies. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Ces personnes avaient créé une version de Margaret, Catherine, qui était plus généreuse et aimante que la femme avec qui j'avais été effectivement vécu pendant 42 ans. Ils avaient été les bénéficiaires de son affection authentique, de manière que Samuel Morrison n'avait jamais expérimenté. La réunion s'est conclue avec des arrangements pour transférer les actifs de Catherine Wells à sa famille parisienne, gérée par le réseau financier international d'Alexander Hayes, de manière qui minimiserait les implications fiscales et maximiserait la sécurité à long terme de la famille. Michael et Jennifer Wells hériteraient de tout ce que leur mère avait prévu pour eux, plus des fonds supplémentaires qu'Alexander Hayes a contribué de ses propres investissements. Il ne saurait jamais que le généreux conseiller financier de Catherine Wells était en fait Samuel Morrison,
transformé par des années de planification patiente, en quelqu'un capable de gérer la richesse internationale avec la sophistication que Margaret avait seulement rêvé d'atteindre. Je suis retourné à Lyon le jour suivant, terminant officiellement à la fois l'enquête de Samuel Morrison sur la vie secrète de sa femme et l'implication d'Alexander Hayes dans le règlement de la succession de Catherine Wells. Mais la transformation n'était pas complète. Il y avait une autre révélation qui devait se passer, un autre public qui méritait de comprendre la vérité sur la double vie de Margaret Morrison. Le service commémoratif de Margaret Morrison avait été programmé pour le week-end suivant, un rassemblement plus petit et plus intime pour nos amis lyonnais qui voulaient du temps supplémentaire pour célébrer sa vie et ses contributions à la communauté. Il serait attendu par tous ceux qui connaissaient Margaret comme l'épouse dévouée, contributrice charitable et leader social qu'elle avait été dans le Rhône. Il méritait de savoir qui elle était vraiment. Le service commémoratif a eu lieu chez nous, dans le jardin que Margaret avait cultivé pendant plus de 2 décennies. Environ 50 personnes ont attendu, des couples de notre cercle social, des membres du club de jardinage de Margaret et de divers conseils caritables. Des amis de longue date qui avaient observé notre mariage avec admiration et peut-être une pointe d'envie pour sa stabilité et son contentement apparent. J'avais préparé des remarques que tous s'attendaient à être un hommage sincère à une épouse merveilleuse et leader communautaire. Au lieu de cela, j'ai livré quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. La vérité. Merci à tous d'être venus célébrer la vie de Margaret. Elle aurait été heureuse de savoir que tant de personnes dont elle valorisait l'amitié étaient ici pour se souvenir d'elle. Mais avant que nous partagions des histoires sur la Margaret Morrison que nous connaissions tous, je veux vous parler de la Margaret Morrison que j'ai découverte après sa mort. J'ai procédé à expliquer, avec documentation et photographie, l'étendue complète de la double vie de Margaret comme Catherine Wells. J'ai décrit la famille parisienne, l'empire financier de 15 millions d'euros, la tromperie sophistiquée qui lui avait permis de maintenir 2 identités complètes pendant plus de 15 ans. La réaction était tout ce que j'avais attendu. Choc, incrédulité, silence gênant, et puis le genre de conversation chuchotée qui alimenterait les ragots lyonnais pendant des mois. Certaines personnes sont parties immédiatement, incapables de traiter la révélation que quelqu'un qu'ils avaient connu intimement avait vécu un mensonge complet. D'autres sont restés, fascinés par la complexité de ce que Margaret avait accompli. Mais je n'avais pas fini. Je partage cette information non pas pour endommager la mémoire de Margaret, mais pour vous aider à comprendre quelque chose d'important sur la nature du mariage, des secrets et des personnes que nous pensons connaître le mieux. Margaret a vécu 2 vies parce qu'elle essayait d'être tout pour tout le monde, et elle a réussi de manière que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais. J'ai sorti des documents qui révélaient l'existence d'Alexander Hayes et sa connexion à Samuel Morrison. Ce que Margaret n'a jamais su, c'est que son mari avait mené sa propre double vie pendant les 7 dernières années. Samuel Morrison a découvert Catherine Wells en 2016 et a passé 7 ans à construire sa propre identité alternative comme Alexander Hayes, gérant les investissements internationaux d'une valeur de plus de 40 millions d'euros, pendant que Margaret croyait être mariée à un simple comptable retraité. Le silence était complet maintenant. Tout le monde traitait la révélation que les 2 partenaires, dans ce qu'ils avaient considéré comme un mariage idéal, avaient vécu des tromperies complètes. Margaret et moi avons passé nos années finales ensemble comme des étrangers jouant des rôles pour le bénéfice de l'autre. Chacun croyant que nous cachions avec succès notre vrai soi de quelqu'un qui faisait exactement la même chose. Nous vivions tous les 2 des vies authentiques, juste pas l'un avec l'autre. J'ai fait un geste vers le jardin, où Margaret avait passé tant d'heures à soigner ses orchidées et roses. La tragédie n'est pas que nous nous sommes trompés mutuellement. La tragédie est que nous n'avons jamais trouvé un moyen d'être honnêtes sur qui nous étions vraiment et ce dont nous avions vraiment besoin. Margaret est morte en croyant que son secret était en sécurité, ne sachant jamais que son mari avait vécu une tromperie encore plus sophistiquée juste sous son nez. J'ai conclu en annonçant que la fondation commémorative Margaret Morrison serait établie pour soutenir les familles traitant avec les complexités des relations modernes, financée par les investissements internationaux d'Alexander Hayes et gérée avec le genre de sophistication financière que Margaret avait passé 15 ans à essayer d'atteindre. Le service commémoratif s'est terminé avec des personnes partant dans de petits groupes, parlant tranquillement de ce qu'ils avaient appris sur le mariage, les secrets et les couples qu'ils pensaient connaître.
Certains seraient horrifiés par les tromperies que Margaret et moi avions pratiquées. D'autres seraient intrigués par la complexité de ce que nous avions réussi à accomplir. Mais tous se souviendraient de Margaret Morrison comme quelqu'un qui avait été bien plus intéressante que n'importe qui ne l'avait soupçonné. J'ai passé cette soirée dans la serre de Margaret, arrosant les orchidées qu'elle avait soignées chaque matin pendant 15 ans. Alors que je me déplaçais parmi les fleurs, qui avaient été sa plus grande joie, j'ai réfléchi sur ce que j'avais appris sur l'amour, la tromperie et les histoires que nous nous racontons sur les personnes les plus proches de nous. Margaret avait eu raison sur une chose. La vie nécessite des choix difficiles, et parfois ces choix nous mènent à vivre de manières qui ne sont pas entièrement authentiques. Elle avait choisi de maintenir 2 familles, plutôt que de faire mal à quiconque en les forçant à rivaliser pour son affection. J'avais choisi de construire Alexander Hay plutôt que de confronter Margaret sur Catherine Wells, préférant égaler sa tromperie avec la mienne plutôt que de détruire l'illusion de notre mariage. Nous avions tous les deux été excellents dans nos tromperies choisies. Margaret avait maintenu Catherine Wells avec une précision et une dévotion qui auraient impressionné n'importe quel artiste de l'escroquerie professionnelle. J'avais construit Alexander Hayes avec le genre de sophistication financière que la plupart des gens passent des vies entières à essayer d'atteindre. Mais nous avions échoué dans la seule chose qui aurait pu importer le plus, être honnêtes l'un avec l'autre sur qui nous étions vraiment. Margaret est morte en pensant qu'elle avait avec succès caché sa double vie d'un mari qui était trop conventionnel et sans imagination pour détecter une tromperie sophistiquée. Elle n'a jamais su que Samuel Morrison avait été remplacé par Alexander Hayes des années plus tôt, ou que son mari avait géré une richesse internationale pendant qu'elle jouait à la maison avec sa famille parisienne. J'avais laissé mourir avec cette idée fausse, parce que je pensais que la révélation serait ma victoire finale dans le jeu que nous avions joué. Au lieu de cela, c'est devenu mon plus grand regret. Margaret et moi aurions pu être partenaires dans la tromperie plutôt qu'adversaires. Alliés dans la complexité plutôt qu'adversaires dans un jeu qu'aucun de nous ne pouvait vraiment gagner. Les orchidées qu'elle avait arrosées chaque matin continuaient à fleurir magnifiquement, comme si la mort n'avait pas interrompu les cycles que Margaret avait mieux compris que le mariage. J'ai continué à m'en occuper, non par dévotion à sa mémoise, mais par respect pour la femme qu'elle avait été quand elle n'était pas ma femme. Catherine Wells avait été le vrai soi de Margaret, de manière que Margaret Morrison n'avait jamais été autorisée à être. Alexander Hayes en était été mon évasion des limitations de la vie conventionnelle de Samuel Morrison. Nous avions tous les deux été excellents dans nos tromperies choisies. Margaret avait maintenu Catherine Wells avec une précision et une dévotion qui auraient impressionné n'importe quel artiste de l'escroquerie professionnelle. J'avais construit Alexander Hayes avec le genre de sophistication financière que la plupart des gens passent des vies entières à essayer d'atteindre. Mais nous avions échoué dans la seule chose qui aurait pu importer le plus, être honnêtes l'un avec l'autre, sur qui nous étions vraiment. Si vous avez apprécié cette histoire de tromperie conjugale et de la complexité de l'identité humaine, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à Vengeance Suprême et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, les personnes les plus proches de nous sont souvent les plus réussies à cacher leur vrai soi, et parfois la plus grande tromperie est de croire que nous savons tout sur les personnes que nous aimons. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez jamais. Tous ceux que vous rencontrez mènent des batailles dont vous ne savez rien, et parfois ces batailles leur demandent de devenir quelqu'un d'entièrement différent.